J'avoue, j'étais un peu perdue parce que ça marchait pas quand je commentais dans le chat. Ouais, Voilà. par moment, il sature les commentaires et on ne sait pas pourquoi. Et ouais, mais du coup, en plus, c'est mon premier live, donc je suis un peu fébrile. Non, il faut pas. Il y en a plusieurs qui commencent avec nous et après, elles n'arrêtent plus. Ah oui? En Vous tout avez cas, on te des signes. remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Et je vais te demander si tu veux bien te présenter en quelques mots. Bien sûr. Alors, donc moi c'est Nell Pfeiffer. Je suis donc autrice de romans fantasy young adult. Oui. Et j'ai donc écrit L'Engrange-Temps qui est sorti aux éditions Hachette Roman. Et donc là le tome 2 sort bientôt le mois prochain en France, la semaine prochaine au Québec. Et donc c'est ça, j'habite à Montréal la plupart du temps depuis 10 ans. Donc, il est 16 heures chez toi, c'est ça? J'ai pas entendu. Il est 16 heures chez toi, c'est ça? Exactement, on a changé d'heure la semaine dernière ou la semaine d'avant. De base, on a 6 heures d'écart. Là, maintenant, on a juste 5. Donc, heureusement qu'il y a une abonnée qui m'a écrit sur Instagram en me disant non, c'est pas 15 heures, mais 16 heures. Donc, ça va, j'étais plus en avance que ce qu'il aurait fallu. Mais ouais, c'est ça, il est 16 heures ici, il fait encore jour. C'est bien. Peux-tu nous présenter justement l'engrange-temps? Oui, bien sûr. J'ai même apporté mes petits exemplaires par ici. L'Engrange-Temps, qui est donc un roman fantasy young adulte qui oscille avec le jeunesse un petit peu parce que c'est abordable dès 12 ans à peu près, tout dépendant de comment la personne est habituée en lecture. On pourrait même le lire un petit peu avant. Donc il existe un format collector ici, un format broché qui sont disponibles en France. Je sais que le collector est un peu difficile à trouver aujourd'hui. Ouais, je vois pas mal de personnes m'écrire pour me dire ah comment on le trouve, je l'ai pas trouvé. Et ouais, en fait il n'y a pas de réimpression, donc ça reste du collector. Et au niveau de l'histoire, donc on va suivre Sophie Delapointe qui est horlogère au palais de Vitriam. Donc elle s'occupe en fait de réparer des horloges et de leur parler parce qu'elle est chronolangue aussi. Donc ça fait en sorte que ces fameux Zoranima ont le pouvoir donc de parler et elle arrive à les entendre. Elle travaille autant au palais que à l'horlogerie de la Pointe qui a été ouverte par sa grand-mère et ensuite qui a été tenue par son père. Donc on commence l'histoire, son père malheureusement est décédé et donc elle s'occupe toute seule de travailler au palais, travailler à l'horlogerie avec le seul employé qui s'appelle Jean. Et un jour, le frère du roi, Dimitri, va venir la voir pour lui demander de réparer un réveil matin. Donc il lui dit simplement que c'est un réveil matin et en fait elle va découvrir qu'il s'agit d'un engrange-temps qui donc sert à remonter le temps. Et avec Dimitri, elle va remonter le temps et malheureusement, elle va rester coincée 30 ans en arrière. Donc elle va tout faire pour pouvoir rentrer chez elle. Voilà, voilà. C'est lequel, Dimitri? Dimitri, c'est celui qui a la chemise. Mais ouais, ici ils sont jeunes, mais vraiment au début du roman, ils sont vieux. Il y a des personnes qui m'ont écrit en me disant je comprends pas, mais c'est une romance, mais pourquoi le roi et le frère ils sont vieux? Puis à chaque fois je réponds mais c'est un voyage dans le temps, donc il va falloir que vous passiez le chapitre 5 pour comprendre pourquoi il y a une romance. Donc c'est ça. Du coup, tu nous disais que le tome 2 arrivait en France le mois prochain. Est-ce que tu connais la date exacte de la sortie? Oui, il sort le 24 avril. Donc c'est ça, là dans un peu plus d'un mois, qui va ressembler. Donc là j'ai juste la version québécoise, mais la couverture ressemble à ça. Donc on a Sophie ici et en arrière on a le fameux Dimitri. Et C'est ça... la Pardon? même illustratrice pour les deux? J'ai pas entendu, désolée. C'est la même illustratrice pour les deux tomes? Exact, c'est la même. Hop, je sais pas si. Tada. Donc ça, j'aurais juste reçu la version québécoise pour l'instant qui est hardback uniquement. Et là, du coup, on va continuer à suivre les aventures de Sophie dans une autre ville.
où elle va essayer aussi de trouver sa place et il va y avoir des mystères, des meurtres, un côté un peu plus Londres victorien qui va complètement changer du style du premier tome au niveau de l'ambiance. Il y aura aussi des voyages dans le temps? Non, il n'y a pas de voyage dans le temps. Il On va sera, découvrir d'autres horloges. il sera Ok. disponible comme le premier en collector et en brochet. Exact. Le collector, cette fois, sera orange au niveau du jaspage. Et le visuel est soit disponible sur mon TikTok ou sur le Instagram de Hachette ou le mien. Donc c'est ça, on va voir ici, ça va être un petit orange qui finalement fit très bien avec la couverture. Et quelle a été ta réaction quand tu as su que tu allais être publié chez Hachette? J'ai pleuré. Mais en fait, j'ai pas pleuré quand j'ai su que j'allais être éditée, mais quand j'ai reçu le mail qui me demandait une rencontre en visio. Ça s'est passé le jour de mon anniversaire. J'ai reçu, ouais, c'était vraiment inattendu. J'étais en France à cette époque et je faisais un petit repas avec ma famille, etc. Et en fait, en France, j'avais pas spécialement d'internet. Et ça fait en sorte que j'ai pas vu le mail tout de suite de mon éditrice qui me disait je savais que c'était en comité de lecture chez Hachette, mais j'étais pas spécialement, enfin je me faisais pas de faux espoirs non plus. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le mail que j'ai vu à 21h qui me disait, c'était vraiment un tout petit mail qui disait est-ce qu'on peut se rencontrer, voici les dates, et je sais pas, j'ai pleuré, j'ai littéralement pleuré. Et après, en fait, ça se fait de façon hyper fluide. Donc, en fait, petit à petit, pas on a le temps de s'habituer parce que ça reste que c'est toujours drôle, un peu étonnant comme situation. Mais c'est vrai que je les ai rencontrés le lendemain. Donc, mes deux éditrices. Et l'offre de publication a été faite le vendredi, donc 2 jours après. Donc, ça reste que c'est c'est beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que j'ai pas pleuré la deuxième fois. Mais là, vraiment, la première, juste le mail de rencontre. Dans les commentaires, on nous demande combien de tomes il y aura. Il me semble que c'est une duologie. Il y a juste, c'est une duologie, donc en fait, voilà, le deuxième tome qui sort le mois prochain, ça va être la fin. Donc, tu as fini d'écrire le premier tome. Tu as eu énormément de succès. Comment tu as réagi quand tu as vu ce... En vrai, c'est vrai que j'étais vraiment très étonnée. À l'époque où la publication a été annoncée sur les réseaux, j'avais à peu près 1000 abonnés sur Instagram. Il y avait quand même pas mal de personnes qui attendaient le roman, le fait que ça soit publié chez Hachette aussi, donc ça a ramené des personnes. Et en fait, ça reste que je me compte hyper chanceuse de tout ce qui s'est passé parce que finalement Hachette a décidé de passer mon roman en enjeu. Donc en fait, quand un roman est passé en enjeu dans une maison d'édition, ça veut dire qu'ils vont tout faire au niveau marketing, etc. pour vraiment le mettre de l'avant. Et en fait, ça fait en sorte que là, c'est pour ça qu'ils ont vraiment déployé le marketing autant que le livre en lui-même. Et c'est vrai que j'étais le jour où on m'a dit bon ben voilà, Nel, on va décider de faire un relié pour ton roman. J'ai eu un peu un gros coup au cœur en me disant ok wow un relié, enfin j'étais vraiment assez abasourdie et ouais non c'était plus que tout ce que j'avais pu imaginer. En fait moi déjà de base signé chez Hachette Roman c'était vraiment un rêve parce que c'était là-bas que je voyais essentiellement Langrange-Temps et c'est vrai que rien que de signer chez eux c'était vraiment gros et c'est vrai qu'ils ont décidé de lancer en fait toute leur comment on peut dire, tout le côté relié, collecteur, etc. Ça s'est lancé surtout avec Langrange-Temps. Je sais qu'il y avait déjà la passeuse de mots qui était en relié aussi, mais ça s'était fait de façon très décalée avec le brochet. Et donc là, c'est ça, il y en a de plus en plus qui sortent, etc. Pas tout le temps, pas pour toutes les sorties, mais c'est vrai qu'ils vont le faire de plus en plus. Et non, c'est vrai que je suis hyper reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait, que ça soit la sortie aussi qui s'est super bien passée. On a fait pas mal de dédicaces, etc., de rencontres à Paris. Donc, ouais, non, comblé. Mais j'avoue, Langrange-Temps, c'est un des premiers jaspages de fin 2023 qu'on a vu. Maintenant, il y en a dans toutes les maisons d'édition et partout. Mais moi, c'est un des premiers que j'ai acquis, en tout cas.
Bah, je sais que De Saxus en faisait, mais c'est vrai que depuis 2023, en fait, finalement, on en voit vraiment beaucoup et limite, en fait, c'est devenu un prérequis un petit peu dès que je me fie un petit peu sur les grosses sorties euh, des romans traduits, etc. Dès qu'il y a une grosse sortie, c'est il faut un jaspage, il faut un relié, il faut ça. Et c'était vraiment pas quelque chose qui était demandé avant et je pense que ça met beaucoup la pression aux maisons d'édition et je pense que les libraires aussi en tant que tels sont un peu verts, sachant que ça prend beaucoup de place, un relié et un brochet. J'avoue. Et du coup, tu as mis combien de temps à peu près pour écrire ton tome 1? Ça m'a pris. Alors j'ai commencé réellement à l'écrire en décembre 2021. Je l'ai fini en janvier 2022. Ça m'a vraiment, mon premier jet en fait m'a vraiment pas pris beaucoup de temps parce que je voulais participer au Murmure littéraire, qui est je sais pas si vous connaissez un concours, c'est un concours d'écriture qui est super bien parce qu'en fait ça permet d'avoir des retours de jury vraiment argumentés. Ça se passe en plusieurs étapes et en fait je voulais participer à ça idéalement pour en fait avoir des retours surtout sur l'engrangetant, etc. Et en fait, j'ai passé pas mal toutes les étapes et en fait en janvier j'avais fini et il fallait que je fasse ma soumission pour le concours. C'était début février, donc en fait ça fait très très vite. Et ensuite de ça, en fait, j'ai pris à peu près 5 mois pour la réécriture en me basant aussi sur ce que les juges disaient sur le roman. Et j'ai envoyé en fait l'engrangetant à Hachette Roman en juin. Et Tu en l'as fait, envoyé que chez Hachette? j'ai envoyé à 8 maisons d'édition. Il y avait Hachette, Gulfstream. J'avais d'autres aussi, je pense les plus grosses. Il y avait Rajo peut-être dedans, des choses comme ça. J'avais une réponse de Gulfstream aussi, une semaine après que j'ai signé chez Hachette Roman. Donc c'est ça. Donc ça a été écrit quand même assez vite, mais en fait, il faut se baser sur le fait que mon roman de base faisait juste 56 000 mots quand j'ai fini le premier jet. Donc en fait, ça correspond à peu près à un gros nano Wyrmo. J'ai commencé d'ailleurs au moment où j'avais le Covid, donc en fait j'étais même, en fait je faisais que ça, je faisais que écrire. Et en fait moi mes premiers jets je les fais très très vite, je fonce droit devant, je me relis pas, etc. Puis après c'est à la réécriture où je vais plus me poser. Et en fait c'est ça, comme ça fait juste une cinquantaine de milliers de mots, c'était pas, pour moi c'était pas très très long. Et après c'est ça, ça m'a permis petit à petit de vraiment me poser pour la réécriture, etc. C'est ça, le premier tome, en tout, de l'engrangetant, il fait 70 000 mots, ou quelque chose comme ça, il est pas très très gros. Donc, Je voilà. me demande si le concours donc que tu as participé, c'est un peu comme le concours Fixia. Non, parce qu'en fait, c'est pas publié sur des plateformes. C'est vraiment ton manuscrit que t'envoies directement sur... En fait, c'est ça, c'est une fois par an. Donc, je pense qu'il y a un compte Instagram qui s'appelle les Murmures littéraires. Où, donc là, je pense qu'on arrive sur les dernières phases. Celui de cette année est déjà enclenché. Et je pense qu'ils sont peut-être soit deuxième, déjà troisième phase. Mais ils vont en refaire un, je pense, soit fin d'année. S'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent aller regarder sur le compte Instagram des Murmures littéraires. Et ouais, c'est super pratique parce que finalement, dès qu'on passe la première phase, on a en fait des retours argumentés sur la première moitié du roman. Et ça peut aider beaucoup de personnes. Donc c'est ça. C'est vraiment pas quelque chose qui va être publié quelque part. Et après, me semble aussi, si on arrive vraiment à la fin et qu'on fait partie des finalistes, on peut arriver à avoir un contrat d'édition avec une maison affiliée au Murmure littéraire. Je pense qu'il y a plus de mélange dedans, des choses comme ça. C'est bien pour aider les jeunes auteurs qu'on dit. Vraiment. Moi, ça m'a beaucoup aidé sur certains points, des choses que j'aurais pas remarqué sur mon écriture ou des points de l'intrigue où on va nous dire ah bah ça c'est un peu bancal et ça m'a donné aussi des idées. Toute la partie du tome 1 dans la forêt, c'est grâce à un juré des Murmures littéraires qui m'a dit bah c'est dommage, t'en parles mais on le voit pas, donc en fait je l'ai rajouté à la réécriture, tout ce qui se passe en fait, mine de rien, beaucoup de choses qui se passent dans la version finale n'étaient pas là pour les Murmures littéraires, notamment le Love Interest. Et tu peux nous dire d'où t'es venue l'inspiration? Enfin, ceux qui te suivent, on sait un petit peu, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais Vous êtes- grâce à TikTok.
Donc ouais, j'étais tombée sur un reportage sur les métiers de l'Élysée. Et c'est vrai que des fois, on est sur TikTok tard le soir et puis on scrolle. Et là, c'est ça, je suis tombée sur ce reportage où c'était en fait l'horlogère de l'Élysée qui va remonter les horloges de l'Élysée. Et qui disait, bah, si le président est à l'heure, ça c'est un petit peu grâce à moi. Et en fait, par rapport à ça, ça m'a donné vraiment l'idée de me dire, ah, ça serait vraiment trop cool de faire une jeune horlogère qui remonte des horloges dans un palais. Et en fait, ces horloges-là, elles parlent. Et en fait, sur ce constat de base, je suis vraiment allée explorer cette idée vachement plus profondément en me disant, bah, s'il y a des horloges qui ont des pouvoirs, si en fait il y a des princes, il y a une horlogerie, donc c'est vrai, petit à petit j'ai vraiment brodé autour. Et ouais, l'idée c'était vraiment des horloges qui parlent dans un palais et une horlogère qui remonte ces horloges-là. C'est top parce que l'idée, enfin, je l'ai jamais vu. En fantasy, il y a souvent des thèmes qui reviennent, etc. Et celui-là, j'avais jamais vu. Oui, après, il faut avoir de l'imagination aussi, parce qu'il y a des choses que tu as rajoutées, donc Oui, exact. Mais c'est vrai que c'était mon deuxième roman. En fait, j'en avais écrit un avant qui n'a pas été publié, mais qui m'avait vraiment fait la main dessus. Et en fait, de base, je suis une grande fan de la passe miroir. Donc tout ce côté un petit peu loufoque, etc., ça en est beaucoup inspiré. Et notamment pour ceux qui me suivent beaucoup aussi, le château ambulant a été une grosse inspiration, tout ce qui est les Ghibli. Donc ça nourrit aussi un peu plus l'imaginaire que la fantaisie vraiment médiévale ou la romantosie qu'on voit en ce moment. C'est vrai que l'univers Ghibli aussi est hyper inspirant. Donc ça a aidé un petit peu sur ce côté vraiment personnification des objets, etc. Qu'on retrouve beaucoup avec Miyazaki en fait. Ouais. On a une question de Vivi qui doit. Tu es en salon à Montpellier en mai. Enfin, c'est où exactement et les horaires, si tu sais? C'est la Comédie du Livre qui se passe du 17 au 19 mai et donc en fait je serai sur alors c'est le stand de Gibert donc à la Comédie du Livre donc c'est ça. Au niveau des horaires en vrai ça va être toutes les 3 jours. Après ça se peut qu'il y a des moments que je sois pas là histoire de reprendre mon souffle. Mais techniquement, tous les après-midi, donc le vendredi après-midi, samedi après-midi et dimanche, je dirais début d'après-midi parce que je reprends mon train après, je serai à la Comédie du Livre. je note. Alors, du fait qu'il y a des changements d'époque dans ton récit, ça n'a pas été trop compliqué, justement, de l'écrire vis-à-vis que ça soit bien cohérent, tous les petits détails. C'était un gros casse-tête et surtout arriver à expliquer correctement et de pas avoir de paradoxe temporel. C'est vraiment un moment donné où je m'étais posée avec une amie qui m'aidait beaucoup à ce moment-là et essayer de trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas de paradoxe parce qu'en fait tout dépendant si les choses se passent sur une ligne temporelle, plusieurs lignes temporelles, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'essaie vraiment de trouver une solution à ce niveau-là et c'est vrai que je me suis renseignée un petit peu sur internet ou regarder même des films ou des choses comme ça qui en parlent. J'avais pas vraiment lu de livre à ce sujet parce que j'en avais pas. Pour le coup, pour ceux que ça intéresse et qui aiment les voyages dans le temps, il y a La Voleuse des Toits qui maîtrise super bien le sujet aussi, qui est écrit par Laure Drajlot, qui est française. Et niveau voyage temporel, pour le coup, il est beaucoup plus compliqué que le mien et il est maîtrisé vraiment tip top. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même un casse-tête de se dire ah bah si ça je mets ça à ce moment-là, si finalement il y a ça qui se passe pas, ça peut pas arriver non plus. Enfin c'est un peu compliqué en vrai de faire ça. Donc c'était beaucoup de réflexion. C'est pour ça que je me repose la question à refaire ou pas tellement c'est casse-tête. Après, la voleuse des toits, c'est quand même de la fantaisie qui est plus adulte que l'engrange temps. Ouais, exact. On est vraiment sur quelque chose, on est sur un gros pavé hyper bien maîtrisé. Et en plus, La Voleuse des Toits, de base, c'est de l'auto-édition, avant que ça soit chez Rivka. Et Laure Drajlot, elle est très forte. Moi, je sais que je l'ai lu en auto-édition d'ailleurs. Je l'ai en auto-édition. En plus. Ah, moi, j'ai la belle brique de chez Rivka, elle est magnifique. Je note dans la wishlist. Oui, vraiment, je te conseille.
Alors, du coup, dans ton roman, on croise plusieurs horloges qui ont chacune une personnalité propre. Est-ce que tu t'es inspiré de tes proches pour créer toutes ces personnalités? Même pas. Même pas. Non, c'est vrai, même pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autoristes qui font ça, de s'inspirer des gens qu'ils connaissent. Moi, ça m'arrive pas vraiment. C'est vrai qu'en plus, au niveau des horloges, elles ont des particularités, des personnalités qui sont très marquées. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à exacerber un petit peu les personnalités et donc non, pas vraiment à ce niveau-là. Même pas Farandole. On aurait pu. Il est trop mignon pour qu'il existe en vrai. Dans le tome 1, il y a une petite romance slow burn, très slow burn. Est-ce que ça va se concrétiser dans le tome 2 et est-ce que la romance sera un peu plus présente? Ouais, vraiment, c'est un point qui a été beaucoup demandé, que ça soit par les lecteurs ou que ça soit par ma maison d'édition. De toute façon, on arrivait à un point. Le point à la fin du tome 1, fallait de toute façon que ça évolue vers quelque chose dans le tome 2. Ça va l'être. On va rester sur du slow burn parce que voilà, c'est ce que je préfère aussi et c'est vrai que on va avoir un slow burn qui est beaucoup plus burn pour le coup dans le tome 2. Donc j'ai très très hâte. Je relis des fois certains passages puis je suis trop contente. Donc oui, j'espère que vous serez contents aussi parce que je la trouve très chouette. Bah, si c'est comme le premier, il n'y a aucun doute. En une J'imagine qu'il question n'y a pas de smut du tout puisque c'est du young adulte. Non, 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 on a bien une scène un peu plus, on peut dire chaude de baiser, mais pas de smut. Ah non, pas chez Hachette, malheureusement. On a Pour une les question jeunes, de Jenny Blonde, vidéotrice. As-tu dû faire des recherches sur l'horlogerie avant d'écrire ton roman? Alors oui, un petit peu, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, je fais pas mes recherches en amont. Je fais vraiment mes recherches pendant l'écriture. Si à un moment donné, je me rends compte qu'il faut que je parle d'un sujet que je maîtrise pas, donc notamment à certains moments, je me suis dit bon bah là, Sophie, elle répare une horloge ou une horloge est brisée. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une horloge marche plus? Donc c'est vrai que j'ai regardé un petit peu quelques vidéos à ce sujet. Donc je suis tombée sur des vidéos de gens qui réparaient des horloges sur YouTube. Et je regardais même les commentaires de passionnés de l'horlogerie qui expliquaient aussi qu'est-ce qui s'est passé dans leurs horloges. Parce qu'en fait, sinon, c'est difficile, je trouve, de vraiment trouver ce qu'on veut sur l'horlogerie, à part acheter vraiment des bouquins à ce sujet-là. Et puis après, j'ai regardé ouais, c'est ça, pas mal de vidéos. Et puis après, ça va être du vocabulaire plus, tout ce qui va être les schémas, etc. Mais c'est vrai que j'essaierai de pas être trop complexe non plus. Je pense que le seul truc véridique sur lequel je me suis appuyée, que j'avais vraiment vu, c'est à un moment donné, je dis que la poussière et l'huile, ça forme une poudre abrasive sur les engrenages et ça fait en sorte que ça marche plus. C'est vraiment le truc, je pense, le plus précis que j'ai mis, sinon ça reste très évasif. Ça bug. Elle avait répondu déjà, donc J'ai ça, ça, j'ai cru que ça buguait en fait, tout le monde est resté figé. non, Donc je dis, non, ça bug. ça se fait à 13, toi, Jess. On a cru comprendre que tu travaillais pour une autre maison d'édition, mais dans un autre rôle. Enfin, j'ai vu une vidéo où tu es lectrice alpha ou tu dois faire de la pub. J'ai pas tout compris, donc si tu pouvais nous expliquer. Alors en fait, c'est dans la vie, je suis graphiste et photographe et je travaille dans une agence qui est une agence de marketing qui fait des réseaux sociaux, etc. Et donc ça fait en sorte que je sais comment donc s'articulent les réseaux sociaux, que ça soit pour les miens ou que ça soit pour des clients. Et en fait, moi j'ai des contacts en fait chez Michel Lafon Canada. Donc en fait, ils ont une branche ici au Canada. Et en fait, j'ai rencontré le directeur des publications et à qui au départ j'avais dit bon bah moi mon agence on fait des réseaux sociaux si ça vous intéresse. Aujourd'hui, l'édition a vraiment besoin d'avoir un pied dans les réseaux sociaux s'ils souhaitent vraiment faire plus de ventes, etc. On a vu à quel point avec Instagram, avec BookTok, le pouvoir que ça a. Et aujourd'hui, c'est ça, je leur expliquais qu'il faut avoir une présence.
Et en fait, le directeur des publications m'a demandé en fait de carrément faire ça en freelance pour eux. Donc j'ai accepté et en fait je fais un 15 heures chez eux, enfin pas chez eux mais du moins en télétravail. Et donc c'est moi qui fais les publications de Michel Lafon Canada. Donc en fait ils ont plusieurs comptes, ils ont un Michel Lafon jeunesse, un Michel Lafon normal et un Canada. Et du coup je poste pour eux quelques posts par mois. Donc c'est ça que je fais. Je fais aussi, je fais des posts pour moi, mais je fais aussi des posts pour Michel Lafon Canada. Donc c'est ça, je reçois quelques livres, je fais des photos, je fais des posts pour parler aussi des sorties, etc. Et ça permet aussi d'avoir un petit œil sur comment ça se passe de l'autre côté au final. Et en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué, surtout au niveau des réseaux sociaux, d'arriver à parler de tout ce qui va sortir, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui est pas en jeu, qu'est-ce qu'on a envie de mettre de l'avant. Et donc c'est ça. Donc, je fais vraiment les deux. Mine de rien, c'est du boulot, les réseaux sociaux, si on veut suivre et continuer à faire des posts et se renouveler. C'est beaucoup de travail, c'est ça, d'arriver même à trouver des sujets, etc. Je sais que pour mon perso, j'arrive à un stade où des fois je sais plus trop de quoi parler. Donc, mais c'est vrai que ça nous demande d'être généralement très régulier sur le sujet. Donc c'est ça. Puis Mais ça oui. prend du temps, ouais. Pardon? Et ça prend du temps aussi dans tout ça, ouais. C'est ça, exact. Là, j'ai un 15 heures pour Michel Lafon, mais c'est vrai qu'à une époque, pour moi-même, j'en faisais vraiment, j'étais un peu trop sur les réseaux, l'année dernière surtout, où j'étais vraiment, que ça soit au niveau de répondre à des commentaires, aller chez les gens aussi pour répondre à leurs commentaires, regarder, parce que ça reste que oui, c'est bien de poster sur les réseaux sociaux, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut donner avant de recevoir, donc c'est beaucoup de, s'intéresser à ce que les gens font, commenter les stories, etc. Donc ouais, c'est énormément de travail. On comprend. Pas à ton niveau, mais on comprend. Et à côté de ça, tu arrives à avoir une activité à côté ou non? Oui, j'arrive, c'est ça. Je fais mon 30 heures de travail par semaine. J'écris le vendredi. Donc là, aujourd'hui, j'étais en train de faire une réécriture. Je suis sur ma réécriture des Cités de poussière. Et ensuite de ça, le week-end dédié aux amis, aux sorties un petit peu. Et de temps en temps, devant la télé, c'est ça, faire un petit peu de travail de réseaux sociaux, quoi. Arriver à bien découper les choses, ça peut être compliqué certaines fois. Et j'ai pas d'enfants, donc là par contre avec les enfants, je sais pas comment j'arriverai. Parce que les journées doivent être Journée. bien remplies, hein. Pardon? Les journées elles doivent être bien remplies, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est il y a quelques semaines, j'avais plus rien à écrire et je suis vraiment arrivée à un moment donné où le soir, je me posais juste devant la télé puis je me disais mais OK, mais qu'est-ce que je fais? Parce que ça fait tellement un an que je suis dans une ferveur d'écriture, à écrire presque tous les jours, où là j'avais vraiment un 2 mois de pause où ça m'a fait tout bizarre de juste plus rien faire. On a une question de Jenny Blonde. Est-ce que tu donnes ton avis sur les couvertures de tes livres ou seule l'édition fait son choix? Alors en gros, comment ça se passe au niveau de la couverture? J'ai pas eu spécialement mon mot à dire au niveau de l'idée de la couverture. J'ai pu donner un mood board sur ce que je voulais. Donc en gros, quand j'ai signé chez Hachette, donc en septembre 2022, j'ai envoyé un mood board des couvertures que je trouvais belles et du style aussi de couverture. Donc j'ai notamment donné Sorcerer of Thorns ou Grisha par exemple. En fait, je voulais vraiment un personnage sur la couverture et c'était pas spécialement ce que Hachette faisait. Il faisait beaucoup d'ouvrages comme un peu La Passeuse de mots où on a vraiment plus des symboles et le titre plutôt que vraiment un personnage qui est vraiment illustré sur la couverture. Et c'est vrai que moi je voyais vraiment toutes les couvertures américaines, surtout là en plus au Canada où il y a vraiment beaucoup de livres anglophones et en fait il y a que des personnages sur la couverture et ça c'est ce que je voulais le plus. Et 2-3 mois plus tard, en fait, ils me sont revenus avec une idée de couverture. Donc, j'ai pas choisi illustratrice non plus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont vraiment touché dans le mille dès que j'ai reçu l'esquisse. C'est une esquisse qui était en couleur. Tout dépend en fait de comment travaille aussi l'illustrateur de base. Certains qui reçoivent pas en couleur, d'autres c'est juste des petites esquisses comme ça. Et
Et du coup, à ce niveau-là, j'ai dit, moi, qu'est-ce qui me dérangeait sur l'illustration? Par exemple, ah bah faites attention, Sophie, elle a vraiment les yeux dorés, par exemple, des choses comme ça. Mais si ça en intéresse certains, il y a quelques TikTok que j'ai fait il y a 6 mois, où j'ai montré les différentes évolutions de l'illustration du tome 1. Et pour le tome 2, ça reste que moi, j'étais pas convaincue de la mise en place et de la dynamique sur la couverture du tome 2. Je l'ai fait remonter, mais on m'a dit c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu plus de choses à dire. C'est vrai que moi, je l'aurais vu sur vraiment le milieu plutôt que sur le côté. Mais ça fait en sorte aussi de bien voir en fait la ville ici en arrière qui a quand même une grosse importance à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je voyais vraiment Sophie Dimitri ensemble sur la couverture. Mais là, ils ont opté en fait plus sur une idée Sorcerer of Thorns version grimoire de Big Bang avec vraiment les deux, du coup, pas ensemble. Et le seul truc, du coup, qui s'est passé avec le tome 2, c'est que on m'a envoyé le final et j'ai dit mais non, c'est pas possible que ça soit final parce qu'en fait au niveau des touches de couleurs et en fait on voyait encore le tracé du pinceau et qui était un peu moins poussé que pour le tome 1, donc là j'ai un petit peu râlé. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Sinon elle est très belle quand même. Oui, elle est très belle quand même. Je la trouve très très belle. Ouais, elle est magnifique. C'est vrai. C'est vrai que je préfère le tome 1, mais en le voyant imprimé, c'est vrai que je suis très contente et en fait, ça fait quand même un beau. Elles vont bien ensemble, quoi. Oui. Il faut marquer un peu l'évolution de l'héroïne aussi, quoi. C'est exactement ça. Elle a un regard un peu plus prononcé, un peu plus sûr d'elle sur ce tome 2, et c'est complètement ce qui se passe pour le deuxième tome. Donc, C'est mon papa qui a sur le live qui a dit que c'est pas de mal avec, qu'il y a des petits enfants. en effet, j'ai cru voir ça passer. Et sinon, est-ce que tu as des habitudes d'écriture? Alors, des habitudes d'écriture, c'est vrai que j'aime bien lire avant d'écrire. C'est un truc que je fais assez régulièrement. En fait, j'ai quelques ouvrages que j'ai déjà notés, notamment Sorcerer of Thorns et La Passe Miroir, que des fois je vais ouvrir et je vais lire vraiment pour mettre dans l'ambiance d'écriture. Je me fais un thé aussi, généralement. Et puis après, c'est vraiment sur la façon de procéder, c'est-à-dire que moi, je fais un plan quand j'écris, obligatoirement. Je peux pas écrire si je sais pas ce que je vais lire, en fait. Enfin, je sais. Non, je recommence. Je ne sais pas ce que je vais écrire si je l'ai pas pensé à la base. Je peux pas me poser devant ma feuille et pas savoir à quoi va ressembler ma scène. Et dans cette continuité-là, en fait, je suis pas capable de faire un chapitrage si l'histoire n'a pas été imaginée dans ma tête au préalable non plus. Donc ça se fait vraiment par étapes. Donc je vis un petit peu mon roman comme un film dans ma tête pendant plusieurs semaines, jusqu'à en fait me débloquer des scènes, que ça soit quand j'écoute de la musique, quand je marche, etc. Et d'ailleurs, la musique aide beaucoup aussi pour arriver à se débloquer des scènes. Et à ce niveau-là, donc chapitrage, et ensuite de ça, en fait, premier jet, où là, vraiment, ça va être, comme je disais tout à l'heure, je fonce, vraiment, j'écris, je me relis pas du tout. S'il faut que je me relise, c'est vraiment parce que quelques lignes auparavant pour me remettre en fait dans l'idée. Mais le fait que j'ai un plan fait en sorte que je sais où je vais. Et en fait, je vomis mon premier jet. Et une fois que c'est terminé, là, je vais me poser sur la réécriture. Parce que je déteste le premier jet. Je vais pas à fond dans ce que j'écris, que ça soit dans les émotions des personnages, etc. Et en fait, je revis un peu mon histoire dans la réécriture où là, je peux vraiment me poser. Ok, le personnage il vit ça, comment je vais le décrire, etc. Parce que tout est déjà écrit, donc ma base est là et en fait, j'étoffe. C'est ça. Dans le chat, on a une question de Sabrina. Elle demande si il y aura une playlist pour le tome 2. Alors, j'ai une petite playlist qui a été faite, mais pas aussi étoffée que celle du tome 1, parce qu'en fait, le tome 1 m'avait pris énormément de temps à faire.
J'écris moi de base sur des musiques sans que j'ai déjà en fait soit du mon tome 1, soit une playlist qui s'appelle Inspiration. Et c'est vrai que pour le tome 2, je l'ai pas spécialement fait, même si elle existe toujours. Je sais plus si j'avais mis je pense pas que j'ai mis une playlist dans mes à la une sur Instagram, mais ça se pourrait que je la ressorte parce que je pense que j'en avais déjà parlé. Il y en a une, mais je pense qu'elle comporte quelque chose comme 10 titres, alors que j'avais vraiment fait pour le tome 1 une musique spécifique pour chaque chapitre. Donc j'avais dû trouver 31 musiques, etc. Donc c'était quand même très très long à faire, mais je pourrais la partager à la limite sur Instagram. Avec plaisir. On avait une autre question. Est-ce qu'il y a une différence dans l'écriture entre la version canadienne et la version française? Ou alors l'écrit est totalement pareil? Ouais, en gros, ce qui se passe, c'est que ça arrive de temps en temps que la maison d'édition québécoise change un petit peu les termes, mais c'est plus par rapport au contemporain. Si je me fie par exemple à Clara Hérault pour Nos plus belles années, qui a été publiée chez un éditeur québécois ici qui s'appelle Andara, il y a pas mal de choses qui ont été changées, notamment le fait qu'il disait que les filles étaient allées au cégep avant et pas au lycée, ce qui techniquement est un peu bizarre parce qu'elles sont à Lille de toute façon, donc le cégep n'existe absolument nulle part ailleurs qu'à part au Québec. Donc c'est vraiment bizarre qu'ils aient décidé de changer ça comme ça. Donc en fait, il y a des petits termes comme ça qui changent. Et c'est vrai que j'en discutais avec mon éditrice donc québécoise il y a quelques temps. Et par exemple, au Québec, ils savent pas ce que c'est des keufs. Donc c'est plein en fait de petits termes comme ça qu'on va utiliser en France et qui ne voudront absolument rien dire pour les Québécois. Mais ça, c'est surtout pour le contemporain. Quand c'est fantasy, en fait, il n'y a pas ce décalage c'est ça, de mots. Le jargon. Ouais, le jargon, c'est exactement ça que j'avais en tête. On a une question de Tony qui te demande quel est le morceau que tu associes à ton univers si tu ne devais en garder qu'un? Il existe une musique spécifique à l'Angranchetan qui a été créée spécialement pour l'Angranchetan par la sœur de mon conjoint. Donc voilà, ça serait celui-ci parce qu'il a vraiment été créé spécialement pour ça. Et pour les gens qui savaient pas que ça existait, il y a juste à taper l'Angranchetan sur Spotify ou sur Deezer ou autre part. Et en fait, c'est Obsidian Melodia sur Spotify qui l'a composé spécialement pour l'Angranchetan. C'est top ça. Ouais, vraiment. Penses-tu écrire d'autres genres que de la fantasy young adulte? Quel est ton truc du moment? Eh ben, c'est vrai que moi, je baigne dans la fantaisie en général. C'est vrai que je lis pratiquement juste ça. Et ça fait en sorte que j'ai toujours écrit que ça, mis à part les fanfictions quand j'étais très jeune. Mais mon premier roman était aussi une fantaisie. Ça reste que un jour, ça m'intéresserait quand même d'écrire un contemporain, romance, qui serait basé un petit peu sur moi, mes expériences de vie et que ça soit mes expériences de vie amoureuses et de réalisation en tant que jeune personne, parce que c'est vrai que plus on vit, plus on se rend compte, bon bah tout ce qu'on nous disait quand on était jeune, en fait on se rend compte quand on est plus adulte que c'est pas du tout ça. Enfin c'est vrai que il y a beaucoup de choses que je rumine, surtout pour arriver à faire passer des messages dans la fantaisie, qui me paraîtrait aussi important de le transposer en contemporain. Et surtout tout ce qui est relations amoureuses toxiques ou les choses que les jeunes femmes peuvent vivre au quotidien qui sont assez révoltantes. Je suis un peu dans une ère féministe où tout ce qui se passe autour des femmes me révolte beaucoup, tout ce qu'elles subissent. Donc ça serait potentiellement un jour peut-être un contemporain switch romance. On a une question super intéressante. Alors, Tony te demande si demain ton œuvre est adaptée au cinéma, vois-tu certains acteurs derrière les personnages? Alors oui, maintenant malheureusement, enfin maintenant, ils sont trop vieux pour jouer ces personnages, mais je me suis basée pour Sophie sur Saoirse Ronan, qui notamment a joué Jo March dans Les 4 filles Dr March.
qui est une de mes actrices préférées. Je la trouve vraiment incroyable. Et il y a aussi Elle Fanning, qui est donc la sœur de Dakota Fanning et qui joue dans d'ailleurs The Great ou Maleficent avec Angelina Jolie, qui est maléfique en français. La petite fille, Pardon? la petite fille blonde. Oui, c'est ça, exact, celle qui joue Aurore. Donc pour Sophie, ça serait pas mal ça. Pour les jumeaux, alors peut-être pas grand monde vont savoir qui c'est, mais Aneurin Barnard, qui est un acteur anglais et qui récemment a joué dans 1899 ou un autre film que je n'ai pas vu, mais j'ai pris beaucoup d'images de lui pour mes trailers, c'est Richard III, je pense, quelque chose comme ça, qui est très joli. Je vois mon papa qui dit Timothée Chalamet. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent à Timothée Chalamet. Mais Timothée Chalamet est un petit peu trop chétif, je trouve, pour Dimitri et pour Charles. Et pour les autres, je n'ai pas vraiment d'idée. Le papa de Sophie, j'avais eu... comment il s'appelle? Celui qui joue dans Hunger Games et qui fait le tribut que tout le monde aime et que je me rappelle plus quel acteur c'est. Je crois que son nom de famille c'est Safin, mais je pensais justement à lui. Il y avait pas mal de personnes qui avaient parlé de cet acteur Fennec dans Hunger Games. C'est bon, ça m'est revenu. Et sinon après aucune idée pour les autres, mais c'est vrai que c'est les principaux. Donc c'est ça, et c'est vrai que c'est des visages qui généralement je donne quand il s'agit de faire des illustrations, que je vais donner aux illustrateurs en fait pour les dessiner. Et est-ce que tu arrives à écrire plusieurs histoires en même temps? Non, je suis pas capable. C'est quelque chose que j'ai un peu expérimenté avec les corrections éditoriales du tome 2 de Langrangetan et le roman que je suis en train d'écrire en ce moment qui s'appelle Les Cités de Poussière, où en fait j'étais vraiment sur les corrections édito et le premier jet des cités, où là j'étais vraiment sur 2 romans en même temps, mais c'est vrai que je serais pas capable de faire 2 premiers jets en même temps par exemple, parce que je m'éparpillerais trop. Ça se pourrait même que je mélange des informations, des choses comme ça. J'ai plein d'idées d'autres romans en tête, mais c'est vrai que je me contiens un petit peu pour vraiment me mettre sur un seul projet. Donc, c'est ça. Alors, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de Les Cités de Poussière. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit speech et est-ce que tu as déjà une maison d'édition pour ce roman? Oui, les Cités de Poussière ont été signées chez Hachette Roman. Voilà, c'est vrai que je le dis un petit peu en tsum depuis un petit moment, mais c'est vrai que je ferai une plus grosse annonce quand mon chat, désolé, mon chat il s'amuse à côté, mais je ferai une plus grosse annonce sur Instagram quand le tome 2 sera sorti. C'est vrai que j'en parle vraiment beaucoup sur Instagram en ce moment. C'est une dystopie fantastique. En fait, on est vraiment sur les deux. Quelque chose qui est plus adulte on reste en young adulte, mais on est plus adulte que pour Langrangetan. Et en fait, on est sur un monde qui potentiellement pourrait être le nôtre plus tard, où en fait, il existe plus que 4 cités. Il existe donc la cité de Jouvence, qui est la capitale, qui s'appelle Paviatis, et 3 cités de mémoire, où en fait sont entreposés et conservés des objets. Donc on a la cité du savoir, où en fait on a des multitudes de bibliothèques. On a la cité matérielle, où on a beaucoup d'objets, et la cité des arts, avec donc tout l'art. Et en fait, donc ces cités ont le pouvoir, ont une sorte d'énergie du passé, qui a eu une sorte de bouleversement qui s'appelle l'alteratum et qui a fait en sorte en fait que toutes les objets qui ont été créés avant ce bouleversement émanent d'une poussière dorée qui crée de l'énergie et ainsi des dômes au-dessus de ces cités-là pour les protéger des rayons du soleil qui sont malheureusement dans ce futur-là trop chaud et donc en fait tue tout ce qui se passe sur la Terre. Donc on a vraiment 4 cités autour de terres arides. Donc ça c'est un petit peu le monde, et on a donc cette fameuse jeune fille qui elle est apprentie conservatrice à la Cité du Savoir et en fait qui va découvrir un livre spécifique et qui en fait va essayer de découvrir, on va avoir une quête d'artefacts aussi, etc. Et qui va découvrir en fait une sorte
comment on peut dire ça, de secrets autour de ces cités-là. Et elle va essayer de les sauver parce qu'elles sont au bord de l'effondrement. Donc en fait, on a tout ce côté un peu dystopique et écologique aussi euh, autour de ce monde un petit peu donc futuriste, si on peut dire ça. Et on a un côté très fantastique parce qu'on a donc cette poussière qui donne de l'énergie et les personnes aussi qui ont des dons. Chaque personne a des dons par rapport à sa cité aussi. Donc on va avoir les érudits, les virtuoses, les façonneurs et les mémoriaux. Donc c'est un gros world building aussi et qui est beaucoup plus compliqué à expliquer que l'Engrange-Temps. Donc je travaille sur ça, ça a été signé, techniquement ça sortirait début de l'année prochaine, donc début 2025. Et il y aurait combien de tomes? Un seul. Un seul, une fantaisie en one shot. Ça, c'est miraculeux. Tada. Ça m'intéressait pas de replonger dans une saga. En fait, là, je voulais vraiment faire une sorte de coupure entre l'Engrange-Temps et potentiellement une autre saga. Et en fait, ça m'intéressait de parler de sujets de société, comme je disais, que ça soit l'écologie et que ça soit le féminisme aussi et la place des femmes dans l'histoire. Donc, on a vraiment tout ce côté un petit peu où je kick un peu le patriarcat sur certains points. Donc, ça me tenait à cœur parce que l'Engrange-Temps, ça reste très fantasy, très abordable, et c'est vrai que je parle pas vraiment de sujets très politiques, on peut dire ça, et c'est un peu plus le cas pour les cités de poussière. Alors, s'il y a qu'un seul tome, il risque d'être gros, j'imagine, quand même. Ouais, là pour l'instant il fait 110 000 mots, mais techniquement il serait potentiellement un peu plus gros, idéalement 130 000. C'est Donc, ça. un bon 500 pages, ça. Ouais, exact. Ça fait tout dépendant de comment un Château-Roman le met en page, mais ouais, ça serait potentiellement 500 pages. Du coup, on a Question de Jenny qui te demande comment trouves-tu le nom de tes personnages? Alors, c'est une très très bonne question. J'ai un petit livre de noms de bébés pour les futurs parents. C'est vraiment un truc que je vais utiliser soit quand je sais pas comment appeler un personnage secondaire. Des fois, en fait, ça arrive qu'il me pop un petit peu comme ça au hasard. Je pense que c'est arrivé pour Dimitri et Charles, s'ils me sont venus à l'esprit pour, par exemple, les Cités de poussière. Pareil, mon personnage principal s'appelle Delia et le love interest s'appelle Dante. Et c'est vrai que c'est des noms, en fait, soit je vais aller sur les sites aussi de prénoms et puis je vais regarder prénoms rares ou beaux prénoms, puis en fait je vais me faire une liste de noms que j'aime bien, puis je vais en prendre un dans le lot. Donc je marche souvent comme ça, ou des fois il y en a qui me viennent vraiment naturellement. Par exemple, il y a une idée d'histoire qui m'est venue récemment à propos des rêves, et mon personnage principal, ça s'est fait que dans ma tête, elle apparait comme s'appelant Mara, et c'est vrai que je trouvais que c'était très significatif de la personne. Donc des fois, c'est vraiment la personnalité du personnage principal qu'on a en tête qui, en fait, il y a un nom qui va s'associer. Des fois non, des fois oui. Du coup, on a cru comprendre que tu étais lectrice. Alors, je vais te demander quel genre. Fantasy, principalement. Du coup, tu peux nous donner, mis à part La Passe Miroir et Sorcery of Thorn, 3 autres livres que tu as bien aimés? Oui, il va avoir La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, qui est incroyable aussi, je trouve vraiment très poétique, que ça soit exactement. Je l'ai eu en collector aussi. C'est une amie à moi qui l'avait récupéré. Oui. Donc on n'a pas tous ces beaux livres au Québec, donc des fois ça m'arrive que je demande à des amis de me les récupérer, comme ça je les récupère en France quand j'y vais, etc. Et donc ouais, La vie invisible d'Adi Larue, qui moi a été une grosse révélation parce que je connaissais V.I. Schwab, mais c'est vrai que là je trouve qu'elle a touché en plein cœur quelque chose avec une histoire très poétique, très forte. J'essaye de la conseiller à beaucoup de gens, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde parce que les gens trouvent ça un petit peu lent des fois, etc. Mais moi c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Je vais avoir Grisha de Leigh Bardugo, que j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui m'a remis à la lecture en 2020. Donc c'est vrai que j'étais pas très grosse lectrice avant 2019-2020 à peu près. Et quand j'ai vu par exemple que la série allait sortir sur Netflix,
je me suis intéressée justement au livre. Et donc, Grisha, j'ai vraiment beaucoup aimé que ça soit toute la saga. Et sinon, je dirais, alors c'est une bonne question, un petit troisième par exemple. Euh, j'ai mis 5 à quoi récemment? Gilded de Marissa Meyer ou même les Chroniques lunaires sont très très bonnes de cette autrice-là. La voleuse de toit aussi de Lord Rajlo. Allons-y, Persona de Yelena. Et oui, j'ai pas encore lu le tome 2, mais apparemment il est vraiment très Moi très non bon. plus, je vais avouer, j'ai lu que le tome 1 pour le moment. Mais ouais, non, c'est ça, j'ai des belles surprises en ce moment. Ça Mais soit. as-tu déjà lu La Guilde des Ombres? Mais alors, on en parle beaucoup, et non, je ne l'ai pas lu, de Anatrice, c'est ça? Il faut rectifier ça. Mais je suis d'accord qu'on entend vraiment beaucoup de bien, et c'est vrai que c'est sur ma wishlist. Il Mais faudrait. m'embête depuis des mois pour que je le lise et je l'ai entamé là et j'ai du mal à quitter l'univers tellement c'est top. Ah, bah oui, bah alors, bah, il faut absolument. Mais j'ai quand même une palle assez conséquente. Ça va, j'ai 24 livres, ce qui n'est pas horrible par rapport aux personnes qui en ont 200. Ah oui? Ça là, derrière, en fait, c'est ma palle, c'est pas ma bibliothèque. Ah waouh, ah oui. Oh, quel enfer. Est-ce que tu lis beaucoup de livres par mois? Une quinzaine. Ok, bon, ça va, ça va. Mais 15 et 20 quand même, mais elle lit beaucoup. Ouais, non, franchement, 15, ça va, j'aimerais pouvoir en lire autant. J'aurais vite fini ma palle comme ça, et je pourrais en acheter plus. Mais j'en lis un, voire deux par mois seulement, donc ouais, Beaucoup faire. je fais plein de Et choses. Comme ça. pour répondre à Élise, ça fait que commencer la propagande pour la Guilde des Ombres. Ah oui. Maintenant, elles sont deux maintenant. Mais c'est vrai que c'est sur ma wishlist et j'en entends vraiment beaucoup de bien. Et c'est vrai que je pense que j'ai pas vu personne dire du mal de cette saga et juste des gens dire c'est incroyable. Il faut que vous lisiez ce livre, etc. Donc non, il faudrait vraiment que je m'y mette. On a une Marie, question. petite question par rapport aux belles éditions, parce que tu disais que tu avais récupéré La vie invisible d'Adi Larue en version française, mais en version américaine, ils font des super livres. Tu as Oui, pas mais je lis pas en anglais, Ah, d'accord. malheureusement. Ouais, bah c'est vrai que en fait, moi je suis une autrice qui fait beaucoup de mimétisme au niveau de l'écriture, donc je fais hyper attention par rapport à ce que je lis. Et c'est vrai que l'écriture me nourrit aussi en tant qu'autrice. Et en fait, le fait de lire en anglais, moi, m'aiderait pas dans mon écriture. Donc c'est vrai que, en fait, généralement, si j'écris un livre à la troisième personne, passé simple, je vais lire un livre troisième personne passé simple. Ça m'est arrivé en lisant Adi Larue d'écrire du présent au lieu du passé simple pendant plusieurs chapitres et m'en rends compte après. Donc c'est vrai que j'essaye de faire attention. Mais ça fait un bon bout de temps que je me dis qu'il faudrait que je commence à lire en anglais et j'ai pas passé le cap encore. Malgré le fait que je pourrais, parce que j'ai quand même je pense que j'ai le niveau nécessaire pour le faire et c'est vrai qu'il y a des très très belles, tout ce qui est les fairy loot, etc., qui sont vraiment incroyables. Les Fairy Loot, ils sont magnifiques. Quand on voit des bibliothèques remplies de ça, on bave. Hein. J'ai commandé il y a quelques semaines celui qu'ils ont fait pour le château ambulant. C'est mon premier fairy loot que j'ai commandé. Ils ont fait une super édition avec un super beau jaspage, etc. Donc j'ai fait la file pour pouvoir le commander. Il y aura plus qu'à le lire. Oui, je vais essayer. Il est pas compliqué celui-ci, c'est un livre jeunesse, donc ça devrait pas poser de problème. On a une question de Marinette qui demande: est-ce que tu fais partie des autrices qui ne peuvent écrire qu'à un endroit bien précis ou pas? Alors non, c'est vrai que j'arrive à écrire pas mal partout. Généralement, j'écris là dans ma cuisine sur ma table ou sur mon canapé, mais je peux aussi écrire dans des cafés. J'aime vraiment beaucoup ça. La seule chose dont j'ai besoin, si je suis pas chez moi, ça va être des écouteurs pour vraiment me concentrer. J'écris en musique aussi des fois, mais c'est vrai que ça va être plus chez moi pour vraiment me focus. Et c'est vrai que ça dépend si c'est réécriture ou si c'est premier jet. Premier jet, j'arrive très bien à écrire sur mon canapé, mais dès que c'est réécriture, il faut vraiment que je sois focus. Donc ça va être vraiment sur la table et concentré, soit avec de la musique ou du bruit de pluie dans mes oreilles pour vraiment me faire une sorte de petit cocon. Et à part l'écriture et la lecture, as-tu d'autres passions?
La photographie, J'allais dire. c'est ça, j'ai un compte photo, nellpfeiffer.photo d'ailleurs sur Instagram, que je ne nourris plus de aucune photographie d'ailleurs, parce que depuis que j'ai commencé à écrire, je fais beaucoup de moins de photos perso. Ça reste que c'est mon métier, donc en fait, je travaille pour des clients, que ça soit, en fait, c'est via mon agence. Donc c'est vrai que je vais avoir des photoshoots qui sont plus fashion sur certains points, mais je peux aussi avoir tout ce qui est immobilier, produits, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où je faisais beaucoup, donc on appelle ça des créatifs. Donc en fait, toutes les personnes vont travailler bénévolement pour ensuite avoir des photos. Et c'est vrai que j'en ai fait un il y a quelques mois. Donc il y a le mois de février. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de créatif. Donc c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment l'écriture qui est ma principale passion. Mais c'est vrai que là, avec l'été qui revient, je vais essayer au moins de faire 1 ou 2 photoshoots avec ma petite team de maquilleuse, une coiffeuse, une styliste aussi, puis des modèles. C'est ça. Donc j'aime vraiment ça. Tout ce qui est créé, en fait, c'est vraiment un point qui moi, m'anime. Il faut absolument que j'ai quelque chose à créer pour, euh, pour m'animer un petit peu, quoi. J'irai voir ça parce que je suis aussi, j'ai très certainement pas ton niveau, mais très passionnée par la photographie. Et depuis que je lis, je photographie moi aussi. En fait, il n'y a que De quoi tu 24 fais? heures dans une journée, alors c'est compliqué. On voudrait des fois qu'il y ait plus pour qu'on puisse faire plus de choses. C'est sûr. Avant la comédie du livre, est-ce qu'on aura la chance de te voir quand même en France pour la sortie du tome 2? Oui, bah en fait c'est ça, je fais une tournée de dédicaces en mai, en fait pas mal tout le mois de mai. Il y a, alors je vais les dire, mais si jamais les gens oublient, j'ai dans mon feed Instagram, il y a toutes les dates et tous les endroits où je passe. Et je vais être à Annecy le 11 mai vers 16 h. Je vais faire aussi le 15 mai à Grenoble, qui est ma ville natale. Ensuite, je vais avoir la comédie du livre, justement, donc le week-end du 17 au 19. Ensuite de ça, je vais avoir Versailles, donc au château de Versailles, le 23 mai. Donc ça, j'ai très très hâte parce que c'est vraiment le book club du château de Versailles qui m'a invité pour justement faire une dédicace et une rencontre. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et ensuite, on va avoir Épinal avec les Imaginales. Et ça aussi, j'ai trop trop hâte, ça va être vraiment incroyable. Et enfin, pour finir, je vais faire Nantes le 29 mai. Ok. Rien dans le Nord ou en Belgique? Non, trop triste. Mais c'est vrai que il y a même beaucoup de personnes qui voulaient que je passe à Toulouse ou à Bordeaux. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas trop trop moi qui décide au niveau des dédicaces. J'ai seulement décidé pour Nantes parce qu'en fait, je passe à Nantes pour voir ma belle famille. Donc en fait, ça permet, je leur ai dit, bah je suis à Nantes, autant faire une dédicace. Mais c'est vrai qu'en fait, je vais pas dans d'autres villes. Et donc eux, ils ont profité. En fait, il y a sûrement des librairies qui leur ont écrit. Peut-être plus parce que je sais qu'il y a quelques personnes ça qui m'avaient dit aussi la Belgique. J'ai failli faire la Suisse aussi, mais finalement ça s'est pas fait. Donc en fait, potentiellement la prochaine fois que je viendrai en France, généralement je viens une fois en France par an. Et ça se peut que cette année je fasse aussi Montreuil, mais c'est même pas encore sûr. Donc voilà. S'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. En attendant, on va te proposer un petit jeu. Tu verras, c'est pas bien compliqué. On te demande juste de faire ton choix entre 2 mots. Parfait. Ok? Alors, bordélique ou organisé? Bordélique. Mais je suis un peu des deux en vrai. Introverti ou extraverti? Introvertie. Rêveuse ou terre à terre? Rêveuse. Thé ou café? Café. Salade ou hamburger? Hamburger. Neige ou soleil? Soleil. Basket ou escarpin? Basket. Série ou film? Film. Sucré ou salé? Salé. En couple ou célibataire? Ah, ça bug. Ça va bien, Angélique? Ah oui. Et puis là. Ah,
Si, mais j'attendais la réponse parce Ah, que on n'a j'ai. pas Tu entendu. l'as donné en couple, elle a dit. Ah, ouais, j'ai pas entendu ça. Ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Maquillage ou naturel? Naturel. Chat ou chien? Chat. Ah ben voilà, c'est tout simple. On apprend à mieux te connaître comme ça. Et donc, s'il n'y a plus du tout de questions dans le chat, on va te libérer et te laisser aller écrire ou... Je vais retourner à ma petite réécriture. C'est bien. On Merci attend ça avec beaucoup. impatience. Bah, merci beaucoup beaucoup. de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec vous, de faire mon premier live. N'hésite pas à en refaire. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Salut tout le monde.